dans les années 40, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de va-et-vient qui se faisait sur la Grave. La raison de ça, c'était que les pêcheurs, les gens d'Étang des Caps, pêcheurs d'Étang des Caps, en Saracabane, les bassins, étaient obligés, parce qu'il n'y avait pas de transport qui pouvait les amener ici et les conduire à leur maison dans la même journée. Ils avaient des petites maisons le long de la côte du Havre, ici en bas, là. Puis, ils s'en venaient là le dimanche après-midi. Ils restaient toute la semaine. Puis, le samedi soir, ils retournaient aux maisons. Si je me rappelle bien, je pense qu'il y avait un camion qui, les gens embarquaient dans ça, dans l'arrière du camion. Ça coûtait 10 sous pour descendre ici. D'Étang des Caps à la Grave dans ce temps-là. Ils en mettaient peut-être 25 ou 30 personnes dans ça, puis ils descendaient. Les autres, c'était les femmes qui venaient les conduire à cheval, en charrette ou en wagon ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils étaient obligés de rester là pour une semaine. Puis ils pêchaient. Il y avait sûrement 400 ou 500 personnes sur la Grave ici. Ça dépend. S'ils finissaient la pêche de bonne heure l'après-midi, ça se promenait un peu sur la Grave, ça jasait de toutes sortes de choses, ça jasait de la pêche, puis des femmes, puis enfin de tout ce qu'il y avait tout ce qui était possible de parler. Donc, ça faisait vraiment une activité là, qui c'était le fun. Moi, je me rappelle, j'étais un peu mousse, là, puis après l'école le soir, on s'en venait sur la Grave ici exprès pour entendre ces gens-là parler. Eux autres parlaient de leur ancien temps, puis nous autres, on aimait ça. Quelqu'un qui passait sur la Grave dans ce temps-là, puis qui sentait, qu'est-ce que la Grave sentait? Qu'est-ce qu'il y avait comme odeur? Ça sentait le poisson. Il fallait que ça sente le poisson. Ça sentait pas les frites, ni les barbecues, ni rien comme ça. Il n'y en avait pas. Ça sentait le poisson parce que le hareng qui s'en venait frayé sur le bord de la côte. Ces œufs-là, avec les vents, se ramassaient sur le bord des côtes. Puis j'ai vu plusieurs fois en avoir à peu près un pied et demi d'épais. Puis au cours de l'été, dans le mois de juillet, parce que le hareng, la pêche, ça se passait au mois de mai. Au mois de juillet, là, quand c'était empilé sur la côte, là, ça commençait à sentir. Puis la municipalité, le maire est obligé d'engager des hommes avec des chevaux et des charrettes pour ramasser ça. Puis les gens se servaient de ça pour fumer les terrains. Comme engrais. Engrais, oui. Mais c'était ça la senteur un peu qu'on avait sur la Grave. Mais le hareng était acheté des pêcheurs. En passant, ça coûtait 10 sous le baril. Il était entreposé dans des réservoirs en ciment pour 24 heures, dans le sel salé. Puis on le mettait sur des broches. Ils appellent ça des broches à hareng, en tout cas, là. Puis, c'était pendu au fumoir ici, aux boucaneries. Là, on achetait 5000 barils de hareng. Puis, on produisait avec ça 25 000 petites caisses de 18 livres d'hareng fumé. Elle s'employait à peu près, je dirais, 200 personnes. Pour un mois dans le printemps, puis ensuite pour l'empaquetage, peut-être 15 jours ou 3 semaines. Je me rappelle que c'était pas assez pour qualifier pour l'assurance chômage, en tout cas. À quelle place que les gens se rencontraient? C'était plus au magasin général, probablement? Oui. Il y avait les magasins généraux, il y avait un magasin Leslie, il y avait Joe Talab, il y avait George Savage, il y avait une coopérative qui appelait Pleasant Bay. Donc, ces marchands-là achetaient du poisson, des pêcheurs. Puis, ils payaient avec de la marchandise. Hein. Il n'y avait pas d'argent qui circulait. Ils payaient avec de la marchandise. Donc, il y avait surtout ce que c'est que ça prenait pour manger. C'était surtout ça. Mais c'était pas tout le monde qu'on avait. Les marchands, comme de la raison, achetaient. Ils étaient très, très restreints sur les achats parce que fallait qu'ils donnent à crédit après ça, hein, aux pêcheurs.
les pêcheurs payaient avec du poisson. Ça fait que les ventes ou les achats, si tu veux, n'étaient pas tellement gros. Est-ce que vous avez eu connaissance de la contrebande à ce moment-là? Oui, j'ai eu connaissance parce que papa lui-même était pas contrebandier, mais ça y arrivait beaucoup, il était pêcheur d'abord. Puis il parlait bien anglais, il était bilingue. Je me rappelle d'un fraudeur qui s'appelait Fudge. Puis il avait une petite goélette, puis ses voiles étaient rouges. Il était teinte rouge. Donc c'était une marque, ça, pour le connaître. Puis, du moment que papa voyait qu'il y avait une goélette autour des îles avec des voiles rouges, là, il disait, ah, Fudge est là. Puis lui, il partait la nuit avec son petit bateau. Puis il allait rencontrer Fudge là-bas. Puis il revenait, faisant ça de revenir avant que le jour se fasse, là, pour décharger sa cargaison de... C'était, si tu veux, un vrai bootlegger, là. Puis moi, j'avais connaissance de tout ça parce que dans ce temps-là, c'était surtout d'alcool de Saint-Pierre-Miquelon dans des canisses de 2 gallons et demi, là. Puis, je me rappelle que papa cachait ça sous les tas de foin, un peu partout, dans les tas, même dans la maison, sous des lits, partout. C'était toute une époque dans ce temps-là. Mais il n'était pas le seul. Il n'y avait pas juste lui qui faisait ça. Il y en avait plusieurs. Parce qu'il n'y avait pas de commission des liqueurs aux îles. Il n'y avait rien. Hein? Donc, quand il voulait avoir la chance d'aller à bord d'un fraudeur comme ça, c'était tout un événement. On est présentement chez vous. Il y avait un hôtel ici avant, l'hôtel Chez. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Ouais. L'hôtel Chez, ça a été bâti sûrement avant mon temps. D'abord, c'était des vieilles filles qui sont venues ici avec leur père. Des Shea, S-H-E-A, des descendants de Halifax. Mais finalement, le monsieur Shea est décédé. Il a resté 4 filles. Ils ont tenu l'hôtel pour pas mal d'années, peut-être une trentaine d'années. Finalement, l'hôtel a été donné, était un don à la fabrique de Havre-Aubert ici, pour que la fabrique s'occupe de la dernière vivante, là. Finalement, elle est décédée, puis la fabrique a vendu ça ici à un monsieur Lionel Godin, qui était marchand lui aussi, marchand de poissons, acheteur de poissons. Puis, il se servait de l'hôtel ici comme entrepôt, pour entreposer des cartons, des boîtes qui se servaient pour soir en fumée. Puis moi, quand j'ai fini mon service dans l'armée, j'ai décidé de me marier. Puis la maison était à vendre. On l'a acheté pour 4 800 $. C'était peut-être de l'argent dans ce temps-là, mais aujourd'hui, ça vaudra peut-être plus que ça. C'est ça, on a vécu dedans 18 ans, puis à un moment donné, ça coûtait très cher d'entretien. J'ai décidé de la défaire, puis bâtir celle-ci avec le même bois.